Bonjour, bonjour. Je peux vous parler? Ben oui. Oui. C'est concernant ce que je vous disais. Bonjour, Claude Sarrazin. Écoutez, moi, j'ai toujours été un peu prédestiné au domaine des enquêtes. À l'âge de 10 ans, à ma fête, mes parents m'ont offert des radios émetteurs-récepteurs, des fameux walkie-talkies. Ça n'a pas été tellement long que j'ai découvert que je pouvais scotcher le bouton émetteur sur un des deux radios et écouter les conversations des adultes. Notamment, ça m'a permis de déterminer à l'avance qu'est-ce que j'étais pour recevoir comme cadeau à Noël. Tu sais, de l'enquête financière ou de l'enquête de n'importe quoi d'autre, c'est toute la même chose, la recherche des faits. Asseyez-vous. Merci. L'histoire débute au début des années 2000. Je reçois un appel d'un nouveau client qui fait partie d'un groupe d'investisseurs qui ont fait des transactions et qui commencent à avoir des remords quant aux placements qu'ils ont effectués. Il y en a certains qui sont un petit peu plus réservés, il y en a d'autres plus inquiets et on peut voir qu'il y a un certain niveau de nervosité dans le groupe. Être de confiance, oui. Ben, c'est-à-dire qu'on veut être rassuré parce que c'est quand même des investissements importants. Des grosses sommes. Des grosses sommes, oui, absolument. C'est important pour nous d'être un peu baqués, quoi. Parmi les gens qui sont des investisseurs, il y a des gens qui proviennent du milieu de la finance. Il y en a certains qui en ont parlé, par exemple, à leur avocat ou à leur comptable ou à des fiscalistes. Et là, ça les place dans une position où est-ce qu'ils sont peut-être un peu nerveux. Parce qu'il y en a clairement là-dedans qui se sont fait dire « Qu'est-ce que t'as fait là? » Et on est au début des années 2000, donc il y a eu quand même quelques scandales de fraude. Et les gens sont un petit peu plus, pas aussi informés qu'on l'est maintenant, mais sont quand même assez informés pour se dire « Il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas là. » Eux, ce qu'ils veulent, c'est valider si leur investissement est bon ou pas. C'est là qu'on rentre dans le monde fascinant de M. Touma, qui se présente comme étant un fonctionnaire fédéral, président d'une firme de placement international et président d'une banque privée aux Bahamas. M. Touma leur a vendu le concept d'un placement qui leur paye 10 % mensuel composé, donc 120 % annuellement, ce qui est faramineux. Donc, lui, il se base un peu sur des légendes urbaines, des histoires de fonds de placement secrets disponibles seulement pour les grandes familles, les compagnies financières, les banques, ces choses-là. Et il réussit à tout mêler ça avec des histoires d'abris fiscaux complexes. C'est un gars qui est très, très, très intelligent. Lui réussit à tout amalgamer ça, se créer une histoire, se créer de la documentation qui lui donne une crédibilité. Et à partir de ce moment-là, les gens avalent l'appât et l'hameçon en même temps. Et là, sont accrochés solidement. Parce que c'est sûr que, sans rien avoir à faire, en plaçant ton argent, tu obtiens un rendement de 10 % mensuel, composé en plus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont résister à ça. Lorsque les investisseurs quittent mon bureau, je discute avec mes enquêteurs qui sont avec moi à ce moment-là, et là, on regarde les perceptions qu'on a eues. Mon feeling, à ce moment-là, c'est que c'est une fraude. Il y a trop d'histoires qui sont évasives, qui sont difficiles à pouvoir prouver pour que ça soit pas autre chose qu'une fraude, pure et simple. Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, qui est « con man ». La vraie expression, en réalité, c'est confidence man, donc homme de confiance. Venez voir la vue, je vous dis, c'est fantastique. Ah oui, c'est extraordinaire. Je n'étais jamais venu ici et oui, mais écoutez, ça m'impressionne beaucoup. Mais avec l'argent que j'ai fait avec ces fonds-là, oui. Je me suis acheté 10 penthouses comme ça. Ah oui? Un fraudeur, c'est pas ton argent qu'il veut initialement. Ce qu'il veut, c'est ta confiance.
il veut ton respect, il veut s'imposer comme une personne auprès de sa victime potentielle comme étant la ressource. Je vous regarde et vous avez l'air d'un homme d'affaires qui sait ce qu'il fait dans la vie. À partir de ce moment-là, là, il va aller chercher l'argent ultimement. Oubliez pas. Il faut toujours se rappeler qu'on a affaire à un con-man. Fait que lui, c'est sûr qu'il trouve des nouveaux investisseurs, se sert des capitaux de ceux-là pour les remettre à ceux qui veulent sortir ou ceux qui veulent avoir des paiements d'intérêt. Tant qu'il y a de l'argent qui rentre, tout va bien et tout a l'air crédible. Et surtout, ils reçoivent à tous les mois leurs fameux résultats de leur compte qui leur montrent comment l'argent s'empile dans les coffres à l'étranger. Et éventuellement, ces gens-là vont perdre le contrôle et ils vont commencer à en parler parce qu'ils sont tellement fiers, ils sont tellement contents des rendements qu'ils obtiennent que personne d'autre peut avoir, que veut pas, qu'est-ce qui arrive avec un secret, on le partage une personne à la fois. Non, mais c'est par rapport au compte 700. On débute le travail. Est-ce que la personne a des antécédents criminels? On valide parce que monsieur prétend être, entre autres choses, ingénieur, prétend travailler à l'Agence spatiale canadienne. Il n'y a pas d'antécédents criminels. Il n'y a pas de poursuite majeure qu'on peut retracer. Il travaille comme ingénieur et il est bien employé de l'Agence spatiale canadienne. Fait que l'histoire est vraie, à notre grande surprise. Là où sa belle histoire tombe en morceaux, c'est que les documents, le prospectus, quand on valide les informations, on se rend compte que c'est de la boucane. Tout est monté de toutes pièces. Il n'y a aucun fondement à ce que lui prétend dans ses documents. On se rend compte que l'adresse qui est utilisée par une de ces entreprises n'est autre chose que sa propre résidence personnelle et qu'il n'y a pas de suite 100 à cet endroit-là. Et on se rend compte que c'est le même numéro de téléphone qui est utilisé aux Bahamas pour une banque qui est présentement poursuivie pour une fraude monumentale aux États-Unis et dont le président est en fuite à l'étranger. Ça aussi, ça ne rajoute pas nécessairement à sa crédibilité. Un certain M. Touma a convaincu les clients fortunés d'investir dans des placements incroyablement avantageux. 120 par année? Voulant être rassuré, il demande à Claude Sarrazin d'enquêter sur l'homme et de vérifier l'authenticité des fonds. Oui, c'est ça. Les enquêteurs concluent que M. Touma n'est pas digne de confiance. À la fin de notre enquête, on fixe une rencontre avec les clients. Et là, on leur présente les résultats de notre enquête. Là, ce qu'on a, c'est une analyse de risque, ni plus ni moins, qui leur dit, bon, ben voici, selon les évaluations qu'on a demandées à certaines personnes, les choses qu'on vous a représentées sont fausses. Et il y a de très fortes possibilités pour que vous ayez été victime d'une fraude. Ceci étant dit, maintenant, ça va prendre une vraie enquête pour pouvoir le démontrer si jamais vous êtes obligé d'aller devant les tribunaux. Et je vous suggère fortement de ne pas réinvestir et idéalement de commencer à demander des paiements sur vos intérêts ou tenter de récupérer votre capital. Mais pas tout le monde en même temps. Essayez d'avoir une stratégie coordonnée. C'est un mouvement de panique. Il va tout simplement partir avec l'argent ou le rendre insaisissable. 10 à 11 mois plus tard, il y a certains des investisseurs qui recommuniquent avec moi et qui me demandent une rencontre. À ce moment-là, à ma grande surprise, ils m'avisent que Je pense que tout le monde peut en témoigner et... non seulement ils n'ont pas retiré leur argent, ils ont réinvesti. Je tombe littéralement en bas de ma chaise. Là, à ce moment-là, j'écoute leur histoire, je vois comment ils ont utilisé l'information que je leur ai donnée pour vérifier par eux-mêmes en lui posant des questions subtilement ou moins subtilement, puis en le confrontant à certains faits. Et, encore une fois, c'est un con man. Il a réussi à les convaincre que moi, j'étais dans le tort et lui avait raison, parce qu'une des choses qu'il leur dit, c'est que tout ça, c'est des transactions secrètes. Parce qu'on ne veut pas que tout le monde en profite. Seulement les gens avertis. Lui, il a une plug pour être capable de faire des transactions que personne d'autre peut avoir accès à. Le petit enquêteur à Montréal ne peut pas connaître ça parce que c'est secret de tout le monde. Et il faut que ça reste secret.
Donc, s'ils prennent des actions à la cour, ils vont être sortis du programme, puis pour protéger les gens qui sont dans le programme, ils vont les sortir de là, puis ils n'auront pas leur intérêt, puis ils vont pouvoir récupérer juste leur capital, puis si tu le veux, ton capital, je te le donne demain matin. Puis c'est tout, mais tu n'auras pas tes intérêts. Et si tu judiciarises, tu vas tout perdre peut-être. Il explique, il couvre tout, et les gens veulent y croire. Et là, sont accrochés à fond. Parce que là, il n'y a plus aucune façon qu'ils vont se sortir de là. À un point tel qu'il y a un des investisseurs qui met entre 10 et 14 millions de dollars supplémentaires à ce moment-là. Un coup l'investissement fait, ils l'ont regretté, les promesses qui leur avaient été faites n'ont pas été tenues, les documents qu'ils devaient obtenir, les entrées qu'ils devaient avoir n'ont pas eu lieu. Et là, ça commence à s'effriter rapidement, parce que là, la relation, là, il y croit plus. Moi, j'ai essayé de retirer mes fonds, mes capitaux. Bonjour, bonjour. Je peux vous parler? Ben oui. Oui. C'est concernant ce que je vous disais suite à mon appel la semaine dernière. Et il n'a pas été capable. Il n'a jamais eu son chèque et il ne l'a pas encore reçu. Et c'est là que la panique commence à prendre. Il me dit que les fonds étaient gelés à Genève. Un conman, un coup qui a reçu les fonds, s'il fait des versements, ça vient jamais de son capital à lui. Ça vient de l'argent des autres qu'il réussit à obtenir et à donner en échange. Ça, c'est correct. Pour lui, c'est pas son argent. Mais son argent à lui, un coup que c'est dans son compte en banque, il n'y a plus personne qui va y toucher. Et c'est ce qui se produit ici. Parce qu'il n'y a pas de nouvel afflux de capitaux, il y a trop de doutes qui s'est installé, il y a trop de rumeurs, et là, il n'y a pas de nouvel afflux de capitaux. Fait qu'il a fait des chèques, il y a des gens qui ont touché de l'argent, mais à partir de ce moment-là, il n'y aura plus vraiment personne qui va avoir de l'argent dans le dossier. Donc, il faut agir rapidement, essayer de retracer les fameux fonds d'investissement secrets et ou établir où est cet argent-là pour permettre de le faire saisir à travers des actions légales. La première chose qu'on fait, c'est de s'assurer de maintenir toutes les preuves. Parce que, bien entendu, les fraudeurs vont utiliser toujours beaucoup plus la discussion que le papier. Fait que donc, on va enregistrer toutes les conversations que nos clients ont avec Touma. On va également envoyer des agents d'infiltration dans les présentations qu'il va faire. On va enregistrer ces présentations-là. On va les filmer. On va y aller en posant des questions spécifiques qui vont nous permettre de mieux cibler certains aspects des transactions qui seront plus nébuleuses. Là, je comprends, c'est très bien, mais bon, c'est quand même une grosse somme d'argent. Je me demandais, est-ce que vous avez des références? Ah, ben oui, c'est sûr. J'ai des lettres de référence d'avocats, de banques. On se rend compte également que notre suspect, il s'est acheté un condo de luxe à Westmount. Il y a une voiture de luxe maintenant. Sa femme également fait beaucoup de voyages à l'étranger, a acquis des propriétés aux États-Unis et là commence à vivre un certain train de vie. De toute évidence, lui, ses placements vont plutôt bien, ce qui n'est pas le cas des clients. Un des investisseurs qui a besoin de récupérer ses capitaux, met de la pression sur Touma et à un moment donné, il lui dit « Écoute, je ne suis pas supposé faire ça, mais je vais personnellement me rendre dans 2 semaines à Genève pour aller essayer de négocier pour pouvoir avoir accès à tes fonds. » Parce que, bien entendu, les fonds sont gelés. Quand on apprend ça, nous, on suspecte qu'il s'en va déménager les fonds. Fait que donc, on met en place une filature à partir de Montréal et on organise une structure quand même assez étanche. Donc, de la filature 24 heures sur 24 pour potentiellement pouvoir obtenir une saisie des comptes en banque ou du moins pouvoir faire geler les comptes pour plus qu'il y ait de transactions. Nos agents montent à bord de l'avion à Montréal sur le même vol que M. Touma et là, vont le suivre jusqu'à Genève. Arrivé là-bas, on a d'autres agents qui attendent là, qui sont en moto, dans des faux taxis, des voitures, à pied. On va le suivre pendant toute la durée de son périple, 24 heures sur 24. On se rend compte qu'il a loué une voiture de luxe. Il réside dans un des grands hôtels de Genève. On le suit jusqu'à cet endroit-là. Et là, on attend la fameuse rencontre avec le bureau d'avocat, la banque privée ou quelqu'un qu'on va pouvoir identifier qui va nous amener jusqu'à l'argent.
Au fur et à mesure du séjour à Genève, on se rend compte qu'ils sont là pour s'amuser, pour profiter de l'endroit, pour aller dans des grands restaurants, pour aller à l'opéra, pour aller magasiner, voir des spectacles, mais jamais de rencontre avec des banquiers, avec des avocats ou des comptables ou quoi que ce soit. Il n'y a absolument rien qui se passe. Il est là, clairement, en vacances pour avoir du bon temps. On revient à Montréal. Quelque temps plus tard, commence à y avoir des drôles de comportements de la part de M. Touma. Notamment, on a une rencontre de fixée avec un client et un enquêteur qui doit être enregistré audio-vidéo. Tout le monde est au courant que c'est une opération quand même assez importante. M. Touma ne se présente pas. À partir de ce moment-là, on commence à avoir de sérieux doutes qu'il peut y avoir une taupe potentiellement parmi les investisseurs. Des clients fortunés sont aux prises avec un escroc. Ils ont mandaté l'enquêteur Claude Sarrazin pour bâtir une preuve contre celui-ci, porter des accusations et récupérer les fonds. L'enquête progresse quand Sarrazin se rend compte que l'escroc est informé à l'avance de ses actions. Apparemment, il y a une taupe dans le groupe. Là, à partir de ce moment-là, on élabore une stratégie. La stratégie est relativement simple. C'est une méthode qui est utilisée en matière de renseignement. Ça s'appelle tout simplement un litmus test. C'est qu'on fournit de l'information à différentes personnes. On analyse ça, puis là, on dit, OK, qui que ça pourrait être dans le groupe? On cible certaines des personnes qui peuvent avoir plus de vulnérabilité. Bon, des gens qui sont pris avec différents problèmes. Et on leur fournit à chacun une information très spécifique et très précise, mais totalement différente l'une de l'autre. Et cette information-là, on sait, va causer une réaction visible et rapide chez M. Touma. Fait que donc, on remet à chacun une date où lui, personnellement, doit être servi par un huissier un document spécifique. On attend pour voir quand est-ce que M. Touma va bouger. Et effectivement, à une des dates prévues, la veille, M. Touma quitte. Donc, ça nous permet d'identifier notre taupe, qui est un des membres du groupe et un des investisseurs qui a été floué. Les mêmes que l'an dernier? Suite à l'échec de Genève, lui se retrouvait dans une situation financière, il est sans le sou là, à ce moment-là. Là. Il n'y a plus d'argent, il est rendu au bout de ses ressources et malheureusement, il s'est laissé avoir. Il y a eu des discussions avec Touma pour essayer d'avoir une partie de ses fonds, n'importe quoi. Touma a senti la vulnérabilité et a ouvert la porte à une collaboration entre les deux. Qu'est-ce qu'on a fait avec la taupe à ce moment-là? On l'a pas complètement sorti, mais on l'a isolé dans le groupe. Sans qu'ils s'en rendent compte, on n'a pas partagé l'information avec tout le monde, mais on s'est assuré pour qu'ils reçoivent moins d'informations et à la limite pour qu'on puisse lui fider certaines informations qui étaient plus ou moins exactes ou même complètement erronées. Fait que donc, si on s'en allait à gauche, lui, on lui disait qu'on s'en allait à droite. Fait que ça a créé une certaine confusion de la part de M. Touma et ça nous a permis de prendre certaines actions qui, plus tard, s'avèreront positives. Quand on sent qu'on a un dossier suffisant là-dedans, on décide de faire une entrevue et c'est moi qui a conduit avec M. Touma. Ça nous permet de valider certaines informations et ça lui permet également à lui de donner sa version des faits. Peut-être qu'on est complètement à côté de la traque. Peut-être qu'on a fait des erreurs factuelles. Peut-être que lui a quelque chose à nous amener là-dedans. C'est fair play. Et je lui demande à lui certaines questions très claires et précises. Où sont les fonds? Dans quelle banque? Et une des questions essentielles que je pose à M. Touma, c'est qui a le contrôle sur les fonds? Et là, parce qu'il est accompagné de son avocat à ce moment-là, les deux se pointent mutuellement. Donc, ce que je fais, c'est que je dis à voix haute, bon, ben, M. Touma a pointé vers son procureur et son procureur a pointé vers M. Touma. Et là, les deux réalisent, pendant que je le dis, qu'ils viennent de se pointer mutuellement. Malheureusement, il n'en a pas profité. Il aurait pu, à ce moment-là, essayer de sortir un peu ou d'essayer d'acheter du temps, d'être honnête, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Là, il y a eu différentes situations qui ont fait en sorte que, notamment à cause du code criminel et des lois ici au Québec, on ne pouvait pas porter d'accusation localement. On se tourne donc vers les États-Unis et on commence à échanger de l'information avec les autorités sur la côte ouest.
Ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'il y a déjà une opération qui est en cours du FBI qui vise pas nécessairement notre suspect, mais une multitude de suspects. Et, heureusement pour nous, notre suspect, M. Touma, est visé par cette enquête-là. Parce que M. Touma, il cherche à se refaire des fonds ailleurs. Et là, lui, il tombe dans la trappe des agents d'infiltration du FBI. Dans le cadre de l'enquête préliminaire et du procès, on se rend compte qu'il y a également eu une fraude entre fraudeurs, si on veut, et la banque qui était utilisée comme prête-nom, si on veut, dans toutes les transactions, se retrouve en faillite parce qu'eux-mêmes prétendent qu'ils ont été floués par Touma. Au final, Touma est condamné à 27 ans de prison, 24 s'il rembourse, mais il y a des centaines de millions de dollars à rembourser. Les clients, malheureusement, vont réussir à saisir certains des actifs. Il y en a plusieurs qui vont devoir déclarer faillite. Certains vont réussir à rembourser leur famille, leurs amis, les gens qu'ils connaissent, à qui ont emprunté de l'argent pour investir dans le stratagème. La majeure partie des fonds de Touma, ce qu'on se rendra compte, c'est que les fonds ont été dilapidés dans une multitude de différents investissements plus ou moins propices, notamment dans de l'immobilier. Il y a eu plein de cas à travers l'histoire de con-men qui sont quand même fascinants à regarder parce que c'est souvent des gens qui ont une personnalité, qui ont un certain charisme, qui ont la capacité de faire croire que sont propriétaires de la Tour Eiffel, du Golden Gate Bridge ou de la Lune. Et il y a des gens qui vont les croire. Et c'est ça qui fait leur force. C'est pour ça que les gens se sentent blessés quand leurs amis, leurs proches, leurs parents leur disent « Non, mais voyons donc, t'as acheté du terrain sur la Lune, ça se peut pas. » Mais au moment que ça arrive, on le croit. Morale de cette histoire, si vous rencontrez quelqu'un comme Touma et qui vous fait des promesses qui ont l'air trop belles pour être vraies, c'est qu'elles sont probablement trop belles pour être vraies.